Avez-vous déjà vécu un jour où vous avez découvert que toute votre vie était un mensonge? Que l'homme qui dormait à vos côtés pendant 34 ans attendait simplement le bon moment pour vous détruire complètement? Moi, Anne Fournier, je l'ai découvert à 59 ans, dans un lit d'hôpital, avec des tubes dans le bras et le cœur plus blessé que mes poumons infectés. C'était le 15 mars, un matin glacial d'hiver parisien. La pluie battait violemment contre les fenêtres de l'hôpital Saint-Louis tandis que je luttais contre une pneumonie qui avait failli m'emporter. Mais ce n'était pas la maladie qui avait failli me tuer, c'était ce que j'ai découvert ce matin maudit. Les semaines précédant mon hospitalisation avaient été étranges. Pierre, mon mari, était devenu de plus en plus distant. Quand je toussais la nuit, il changeait de chambre. Quand je mentionnais mes douleurs thoraciques persistantes, il haussait les épaules et murmurait quelque chose sur les femmes de notre âge qui dramatisent toujours. Notre appartement de Neuilly-sur-Seine, que j'avais acheté avec mes économies d'architecte, était devenu silencieux. Les rires qui résonnaient autrefois dans nos 200 mètres carrés s'étaient évaporés. Pierre passait ses soirées enfermé dans son bureau, prétendant travailler sur ses projets d'affaires. Des projets qui, je le découvrirai plus tard, n'existaient que dans son imagination malade. Quand la fièvre m'avait frappé comme un marteau, quand mes poumons avaient commencé à se remplir de liquide, Pierre avait appelé l'ambulance avec l'empressement d'un homme qui se débarrasse d'un fardeau encombrant. Pas l'urgence d'un mari inquiet. Non, quelque chose de différent. Quelque chose que j'aurais dû reconnaître comme du soulagement. À l'hôpital, pendant les 3 premiers jours, Pierre venait me voir chaque matin. Mais ses visites étaient mécaniques, froides. Il s'asseyait sur la chaise en plastique bleu, consultait son téléphone plus souvent qu'il ne me regardait, et repartait après exactement 30 minutes. Comme s'il cochait une case sur une liste de tâches. Visiter la femme malade, fait. Les infirmières trouvaient son comportement étrange. Madame Leclerc, une femme dans la cinquantaine avec des yeux bienveillants, m'avait dit un jour, « Madame Fournier, votre mari semble préoccupé. » Les maris inquiets restent généralement plus longtemps. J'avais défendu Pierre, comme toujours. Il a beaucoup de travail, avais-je murmuré, même si au fond de moi, quelque chose sonnait faux. Puis est arrivé ce matin du 15 mars. Le matin où ma vie a basculé dans l'abîme. Pierre est entré dans la chambre avec une démarche différente. Plus assuré. Comme un homme qui a pris une décision importante et qui est venu l'exécuter. Il portait son costume noir préféré, celui que je lui avais offert pour notre dernier anniversaire de mariage, et une chemise blanche impeccable. On aurait dit qu'il allait à un rendez-vous d'affaires important. Sous son bras, une serviette en cuir noir que je ne reconnaissais pas. « Bonjour Anne », dit-il sans chaleur, posant la serviette sur la table roulante près de mon lit. Même sa façon de prononcer mon nom avait changé. Plus de tendresse, plus de familiarité. Juste mon prénom, prononcé comme celui d'une connaissance lointaine. « Pierre », répondis-je, essayant de sourire malgré la douleur qui persistait dans ma poitrine, « tu sembles différent aujourd'hui. » Il ne répondit pas immédiatement. Au lieu de cela, il tira la chaise habituelle, mais cette fois, il la plaça plus loin de mon lit. Une distance calculée. Une distance qui parlait plus fort que des mots. Le silence s'installa entre nous comme un mur invisible. Dehors, Paris s'éveillait sous la pluie. Les klaxons des voitures, le bruit des pas pressés sur les trottoirs mouillés, la vie qui continuait pendant que la mienne s'apprêtait à s'effondrer. « Anne », commença-t-il finalement, évitant soigneusement mon regard, « nous devons parler de choses pratiques. » Pratique. Ce mot résonna dans ma tête comme une cloche funèbre. Quelle chose pratique peut-on discuter avec une femme qui lutte contre une pneumonie dans un lit d'hôpital? De quoi veux-tu parler, mon chéri, demandai-je, utilisant machinalement le terme d'affection que j'employais depuis 34 ans, sans réaliser que ces mots sonnaient déjà creux. Pierre ouvrit sa serviette et en sortit une liasse de documents. Des papiers officiels, avec des en-têtes que je ne pouvais pas lire de ma position allongée, mais qui semblaient terriblement sérieux. Notre situation financière traverse une période délicate, dit-il, choisissant ses mots avec la précision d'un avocat. Mon cœur se serra.
Pas à cause de mes poumons malades, mais à cause de quelque chose de plus profond. Une intuition féminine, peut-être. Cette voix intérieure qui nous avertit quand quelque chose ne va pas, même quand notre esprit refuse de l'accepter. Délicate comment, demandai-je, ma voix devenant plus ferme malgré ma faiblesse physique. Pierre se racla la gorge, un tic nerveux que je ne lui avais jamais connu. Avec ta maladie, avec les frais médicaux, avec l'incertitude de ton rétablissement. Il laissa sa phrase en suspens, comme s'il attendait que je complète moi-même la conclusion terrifiante. Pierre, dis-je lentement, de quoi parles-tu exactement? Nous avons une excellente assurance maladie. Notre compte épargne est bien garni. La maison est entièrement payée. Nos investissements? Justement, m'interrompit-il avec une brusquerie qui me fit sursauter. C'est de cela que nous devons parler. Il me tendit les documents. Mes mains tremblaient, et pas seulement à cause de la fièvre. J'ai besoin que tu signes ces papiers, Anne. C'est pour protéger nos biens. Avec ton état de santé actuel, il vaut mieux transférer temporairement tout à mon nom. Les mots me frappèrent comme une gifle. Temporairement? Transférer tout? À son nom? Tu plaisantes, murmurai-je, espérant encore que c'était une blague de mauvais goût. Le regard qu'il me lança effaça tout espoir. C'était le regard d'un étranger. Froid. Calculateur. Impitoyable. Anne, sois réaliste. Tu as 59 ans, tu es gravement malade. Les médecins ne savent même pas si tu vas te remettre complètement. Il faut que quelqu'un prenne les décisions importantes. Chaque mot était comme un poignard planté dans mon cœur déjà meurtri. Gravement malade, répétai-je, ma voix montant malgré ma gorge douloureuse. Pierre, c'est une pneumonie. Les médecins ont dit que je serais sorti d'ici dans quelques jours. Les médecins disent beaucoup de choses, répliqua-t-il avec un détachement qui me glaça le sang. Mais à notre âge, Anne, une maladie peut en cacher une autre. Ton cœur, tes poumons, qui sait ce qu'ils découvriront ensuite? Il parlait de ma mort comme d'une éventualité souhaitable. Comme si ma disparition résoudrait tous ces problèmes. C'est à ce moment-là que j'ai compris. Avec une clarté aveuglante qui traversa le brouillard de mes médicaments, j'ai compris que l'homme assis devant moi n'était plus mon mari. Peut-être ne l'avait-il jamais été. Pierre, dis-je d'une voix que je ne reconnaissais pas moi-même, regarde-moi dans les yeux et dis-moi que tu m'aimes encore. Il y eut un silence. Un silence si long et si lourd qu'il aurait pu écraser un immeuble. Quand il leva finalement les yeux vers moi, j'y lus la vérité. Une vérité si cruelle qu'elle me coupa le souffle plus efficacement que n'importe quelle maladie. Anne, dit-il avec une fausse compassion qui sonnait comme une parodie grotesque de tendresse, l'amour change avec le temps. Nous avons changé. Tu as changé. J'ai changé? Les larmes commencèrent à brûler mes yeux. Comment ai-je changé, Pierre? Tu es devenue vieille, Anne. Fatiguée. Malade. Ce n'est pas ta faute, c'est la vie. Mais je ne peux pas prétendre que rien n'a changé. Ces mots resteront gravés dans ma mémoire jusqu'à ma mort. L'homme qui m'avait promis de m'aimer dans la maladie et la santé venait de me dire que ma valeur diminuait avec mon âge et ma maladie. Et toi, Pierre, demandai-je, trouvant une force que je ne savais pas posséder. Tu as 61 ans. Tu as des rides, des cheveux gris, ton ventre s'est arrondi. Selon ta logique, tu as changé aussi. Il y eut un sourire qui me donna envie de vomir. C'est différent pour les hommes, Anne. Tu le sais bien. Différent pour les hommes. Comme si l'âge était un privilège masculin et une malédiction féminine. Je ne signerai rien, déclarai-je avec une fermeté qui me surprit moi-même. Le masque de fausse bienveillance tomba complètement de son visage. Anne, ne rend pas les choses plus difficiles qu'elles ne le sont déjà. Difficiles pour qui, Pierre? Pour toi? Il se leva brusquement, faisant tomber les papiers sur le sol carrelé de la chambre d'hôpital. Tu ne comprends pas, Anne. Tu ne comprends jamais rien.
Tu vis dans ton petit monde d'architecte retraité, avec tes petites habitudes, tes petits projets. Tu ne vois pas que la vie continue. Que les gens évoluent. Que les besoins changent. Quels besoins, Pierre, criai-je, ignorant la douleur qui me transperçait la poitrine. De quels besoins parles-tu? Et c'est là qu'il a prononcé les mots qui ont changé ma vie à jamais. Anne, il faut que tu saches, il y a quelqu'un d'autre. Le monde s'arrêta de tourner. Mon cœur s'arrêta de battre. Même les machines autour de moi semblèrent se taire. Quelqu'un d'autre, répétai-je dans un souffle. Une femme qui me comprend. Qui m'apprécie pour ce que je suis. Qui ne me juge pas. Qui ne vieillit pas avec amertume. Chaque mot était une balle tirée à bout portant dans mon âme. Depuis quand? 2 ans, répondit-il avec une brutalité déconcertante. 2 ans pendant lesquels j'ai essayé de sauver notre mariage, Anne. Mais tu étais trop occupée par tes propres problèmes pour remarquer que j'ai tout fait. 2 ans. Pendant 2 ans, j'avais vécu avec un menteur. Pendant 2 ans, j'avais partagé mon lit avec un traître. Pendant 2 ans, j'avais aimé un fantôme. Et maintenant, demandai-je, ma voix réduite à un murmure. Maintenant, je veux ma liberté. Et elle mérite mieux qu'une liaison clandestine. Il ramassa les papiers éparpillés et les remit dans sa serviette. Les documents que je t'ai apportés ne concernent pas seulement la protection de nos biens, Anne. Ce sont aussi les papiers de divorce. Le coup de grâce. L'exécution finale de 34 ans de mariage. Tu veux divorcer, maintenant? Pendant que je suis malade? Il n'y aura jamais de bon moment, Anne. Autant en finir proprement. Proprement. Comme s'il y avait quelque chose de propre dans ce qu'il était en train de faire. Pierre se dirigea vers la porte, s'arrêta et se retourna une dernière fois. Anne, je ne suis pas un monstre. Tu auras ta part. Pas la moitié, évidemment, parce que j'ai des projets d'avenir qui nécessitent des ressources. Mais tu auras de quoi vivre décemment. De quoi vivre décemment. Comme si j'étais une employée qu'on licencie avec une indemnité de départ. Et si je refuse de signer? Son sourire fut la chose la plus cruelle que j'ai jamais vue. Anne, regarde-toi. Tu es seule, malade, vieillie. Tu n'as ni la force ni les moyens de me combattre. Signe, et nous pourrons tous les deux tourner la page dignement. La porte se referma derrière lui avec un bruit sec qui résonna comme le couvercle d'un cercueil. Je restai là, seul dans cette chambre d'hôpital, écoutant les battements de mon cœur brisé amplifiés par les machines qui m'entouraient. Dehors, la pluie continuait de tomber sur Paris, comme si le ciel pleurait pour moi. Mais au milieu de cette douleur insurmontable, quelque chose d'inattendu commença à germer. Une petite graine de colère. Une colère pure, brillante, incandescente. Pierre pensait que j'étais fini. Il pensait que 59 ans signifiait défaite. Il pensait qu'une femme malade était une femme battue. Il allait apprendre à ses dépens qu'Anne Fournier n'était pas encore prête à rendre les armes. Et vous ne pouvez pas imaginer ce que j'ai découvert quand Marie, mon avocate, est arrivée avec une mallette pleine de documents. Ce que nous avons trouvé était si choquant que cela a complètement changé le cours de ma vie. Pierre n'était pas seulement un mari lâche, il était quelque chose de bien pire. Et j'étais sur le point de découvrir des secrets qu'il gardait depuis des années. Des secrets qui pourraient le détruire complètement. Mais cela, vous ne le découvrirez que si vous restez avec moi jusqu'à la fin de cette histoire. Parce que ce qui s'est passé ensuite a dépassé mes rêves les plus fous de vengeance. Marie Dubois est arrivée à l'hôpital 2 heures après mon appel téléphonique. Elle a franchi la porte de ma chambre comme un ouragan de détermination, portant une serviette en cuir marron et un ordinateur portable. Ses cheveux grisonnants étaient tirés en un chignon impeccable, et ses yeux bleus brillaient de cette intelligence aiguisée de quelqu'une qui avait passé 30 ans à défendre des femmes dans des situations difficiles. Marie n'était pas seulement mon avocate. C'était une amie de longue date, une femme que j'avais rencontrée il y a 15 ans lors d'un projet architectural pour son cabinet. Nous avions développé une relation professionnelle qui s'était transformée en amitié sincère.
Elle connaissait Pierre, elle connaissait notre mariage, elle connaissait mes vulnérabilités. Anne, dit-elle en posant sa serviette sur la table et en tirant une chaise près de mon lit, raconte-moi tout. Chaque détail, chaque mot, chaque geste. Sa voix portait cette autorité bienveillante qui m'avait toujours rassurée. Marie était le genre de femme qui inspirait confiance instantanément, grande, élégante, avec cette présence qui commandait le respect dans les salles d'audience. Je lui ai relaté chaque détail de la conversation avec Pierre, chaque parole cruelle, chaque moment d'humiliation. Ma voix tremblait parfois, mais Marie m'encourageait à continuer d'un simple hochement de tête. Elle prenait des notes dans un carnet noir, ses sourcils se fronçant de plus en plus à mesure que mon récit progressait. « Cette ordure », murmura-t-elle quand j'eus terminé. Puis, se reprenant rapidement, « Pardonne-moi, Anne, mais ce que tu me décris dépasse l'infidélité ordinaire. C'est de la manipulation psychologique doublée d'une tentative d'escroquerie. » « Escroquerie » répétai-je, surprise par la violence du terme. Anne, essayer de faire signer des documents de transfert de biens à une personne malade, sous prétexte de « protection », c'est de l'abus de faiblesse. C'est un délit pénal en France. Marie ouvrit son ordinateur portable et commença à taper rapidement. Maintenant, j'ai besoin que tu réfléchisses bien. As-tu remarqué des comportements étranges chez Pierre ces derniers mois? Des changements dans ses habitudes, ses sorties, sa façon de gérer l'argent? C'est alors que les pièces du puzzle ont commencé à s'assembler dans ma tête encore embrumée par les médicaments. Les voyages d'affaires, commençai-je lentement. Il y en avait de plus en plus ces derniers mois. Parfois des week-ends entiers à Lyon, à Marseille, prétendument pour rencontrer des clients. Quels clients? Demanda Marie, ses doigts suspendus au-dessus du clavier. Je n'en sais rien. Il disait que c'était confidentiel, que je ne comprendrais pas les détails techniques de ses affaires. Marie et moi échangeâmes un regard lourd de sens. Nous savions toutes les deux que Pierre n'avait jamais eu d'affaires particulièrement complexes. Il était consultant en management pour de petites entreprises, pas trader international. Et les appels téléphoniques, continua Marie. Oh mon Dieu, murmurai-je, me rappelant soudain. Les appels qu'il prenait dans une autre pièce. Il disait que c'était pour ne pas me déranger avec ses conversations professionnelles. Mais maintenant que j'y pense, il souriait différemment après ses appels. Il semblait plus heureux. Plus heureux loin de moi. Cette réalisation me frappa comme une claque. Et les finances, Anne? Est-ce que Pierre s'occupait de vos comptes? Partiellement, admis-je avec une gêne croissante. J'avais mes comptes personnels pour mes revenus d'architecte, mais nous avions aussi des comptes joints. Pierre s'en occupait, disait que ça l'amusait de gérer notre portefeuille d'investissement. Quand as-tu consulté ces comptes pour la dernière fois? Le silence qui suivit ma réflexion fut éloquent. Il y a plusieurs mois. Pierre disait toujours que tout allait bien, que nos investissements étaient performants. Marie ferma les yeux un instant, comme si elle digérait une information particulièrement désagréable. Anne, j'ai besoin de ton autorisation écrite pour faire appel à un investigateur privé. Si Pierre trame quelque chose, nous devons le découvrir rapidement. Un investigateur? L'idée me sembla surréaliste. Tu penses vraiment que c'est nécessaire? Anne, mon instinct d'avocate me dit que nous ne sommes qu'au début de cette histoire. Pierre n'agit pas comme un homme qui veut simplement divorcer. Il agit comme un homme qui prépare quelque chose depuis longtemps. Elle sortit un formulaire de sa serviette. Je connais Marc Rousseau, un excellent investigateur. Discret, efficace, spécialisé dans les affaires matrimoniales et financières. Il peut commencer dès aujourd'hui. J'ai signé l'autorisation d'une main tremblante. Pas à cause de ma maladie, mais à cause de la peur de ce que nous allions découvrir. Combien de temps cela prendra-t-il, demandai-je. Pour avoir un premier rapport? 48 heures maximum. Marc est très rapide quand il s'agit de vérifier les finances et les activités récentes. Les 48 heures suivantes furent les plus longues de ma vie. Pierre ne revint pas à l'hôpital. Pas une visite,
Pas un appel, pas même un message. Comme si 34 ans de mariage s'étaient volatilisés du jour au lendemain. Les infirmières commençaient à poser des questions discrètes. Madame Leclerc, toujours bienveillante, m'apportait du thé supplémentaire et restait parfois quelques minutes pour bavarder. Votre mari travaille beaucoup ces temps-ci, avait-elle dit un matin, cherchant manifestement à comprendre son absence. Oui, avais-je répondu, incapable de révéler la vérité. Beaucoup de travail. Pendant ces 2 jours, j'ai eu tout le temps de réfléchir à ma vie avec Pierre. Comment avais-je pu être si aveugle? Les signes étaient là depuis des mois, peut-être des années. Ses compliments qui s'étaient raréfiés, puis avaient complètement disparu. Sa façon de regarder les autres femmes dans la rue, plus longtemps qu'avant. Ses critiques subtiles sur mon apparence, mes cheveux, mes vêtements. Des remarques qu'il faisait passer pour de l'humour conjugal, mais qui, maintenant, prenaient une tonalité cruelle. Tu devrais peut-être essayer cette nouvelle crème anti-âge, Anne. Ils disent qu'elle fait des miracles. Cette robe te vieillissait un peu, tu ne trouves pas? Les femmes de ton âge portent rarement les cheveux si longs, Anne. Chaque commentaire avait été une petite mort de ma confiance en moi, si progressivement administrée que je ne m'en étais pas rendu compte. Le vendredi après-midi, Marie est revenue. Son expression était un mélange de colère froide et de satisfaction professionnelle. Le genre d'expression qu'elle avait quand elle tenait un adversaire par la gorge dans une négociation. « Anne, dit-elle en s'asseyant lourdement dans la chaise, assure-toi d'être bien installée. Ce que je vais te dire va te mettre en colère, mais va aussi te donner un pouvoir énorme. » Mon cœur s'accéléra. « Qu'avez-vous découvert ?» Marie ouvrit sa serviette et étala des documents sur la table auxiliaire de mon lit d'hôpital. Des relevés bancaires, des photographies, des rapports d'investigation. Pierre ne se contente pas d'essayer de voler ton argent, Anne. Il l'a déjà volé. Et depuis bien plus longtemps que nous le pensions. Le monde a vacillé autour de moi. Comment est-ce possible? Il a falsifié ta signature sur plusieurs documents au cours des 8 derniers mois. Transfert de fonds, vente d'actions, même une hypothèque sur votre maison de Neuilly-sur-Seine. Marie me montra les relevés bancaires. Des chiffres qui dansaient devant mes yeux embués de larmes et de rage. 800 000 € transférés de tes comptes personnels vers des comptes au nom de Pierre. 300 000 € d'actions vendues sans ton autorisation. Et regarde ça. Elle me tendit une série de photographies imprimées en couleur. Pierre sortant d'un immeuble élégant dans le 7e arrondissement. Pierre tenant la main d'une femme jeune, blonde, élégamment vêtue d'un manteau que je reconnaissais, c'était moi qui avais acheté ce manteau, mais je ne l'avais jamais porté. Pierre embrassant cette femme devant la vitrine d'une bijouterie prestigieuse de la rue de Rivoli. Qui est-elle, demandai-je, bien que je connaisse déjà la réponse. Isabelle Moreau, 31 ans, vendeuse dans une galerie d'art du Marais. Officiellement célibataire, mais elle vit dans un appartement du 7e arrondissement d'une valeur de 850 000 €. Appartement acheté il y a 18 mois par Pierre, avec Théoène Argent. Chaque révélation était comme un coup de marteau sur mon crâne déjà douloureux. Il y a plus, Anne, continua Marie impitoyablement. La voiture qu'elle conduit, une BMW X5 flambant neuve, a été achetée avec tes économies. Les bijoux qu'elle porte sur ses photos? Payés avec tes revenus d'architecte. Même ses vêtements de créateur. Depuis combien de temps, murmurai-je. La relation a commencé il y a 2 ans et demi, selon nos investigations. Mais les transferts d'argent importants ont commencé il y a 8 mois. 2 ans et demi. Pendant 2 ans et demi, j'avais vécu avec un homme qui me trompait, qui me volait, qui construisait une vie parallèle avec une femme plus jeune que notre fille si nous en avions eu une. Mais ce n'est pas tout, Anne, dit Marie, sa voix devenant encore plus grave. L'entreprise de Pierre est en faillite depuis 6 mois. Il a utilisé ton argent pour essayer de la sauver, en cachette. Quand cela n'a pas marché, il a accéléré les transferts vers ses comptes personnels. Elle me montra d'autres documents. Et maintenant, il prépare sa fuite.
Marc a trouvé des réservations d'avion pour Genève, au nom de Pierre Fournier et Isabelle Moreau. Date de départ, lundi prochain. Lundi prochain. Dans 3 jours. Il allait disparaître avec ma vie entière, me laissant ruiné, malade, brisé. Comment avez-vous découvert tout cela si rapidement? Marc a ses méthodes, répondit Marie avec un sourire qui ne présageait rien de bon pour Pierre. Il a suivi Pierre pendant 48 heures intensives. Votre mari n'est pas très discret quand il pense être en sécurité. Elle me montra d'autres photos. Pierre et Isabelle dans un restaurant chic, trinquant avec du champagne. Pierre signant des papiers dans une banque. Isabelle essayant des robes dans une boutique de luxe. Ils célèbrent déjà leur nouvelle vie, Anne. Avec ton argent. Un silence pesant s'installa dans la chambre. Dehors, Paris continuait sa vie frénétique, inconsciente du drame qui se jouait dans cette petite chambre d'hôpital. Mais quelque chose d'étrange se passait en moi. Au lieu du désespoir que j'aurais dû ressentir, une sensation différente montait dans ma poitrine. Quelque chose de chaud, de puissant, d'inébranlable. De la rage. Une rage pure, cristalline, dévastatrice. Marie, dis-je d'une voix que je ne reconnaissais pas, dis-moi que nous pouvons les arrêter. Le sourire qui éclaira le visage de Marie aurait pu alimenter en électricité tout l'hôpital Saint-Louis. Anne, ma chère amie, non seulement nous pouvons les arrêter, mais nous allons les détruire. Légalement, méthodiquement, et de façon spectaculaire. Elle sortit une nouvelle liasse de documents de sa serviette. J'ai déjà obtenu une ordonnance de gel de tous les comptes où Pierre a transféré ton argent. Falsification de signature constitue un délit pénal. J'ai déposé une plainte pour escroquerie, faux et usage de faux, et abus de confiance. Marie étala d'autres papiers. J'ai également fait protéger tous tes biens restants et j'ai obtenu une saisie conservatoire sur l'appartement d'Isabelle et sur tous les biens achetés avec ton argent. Et pour lundi? Leur billet d'avion? Oh, Anne, dit Marie avec une satisfaction évidente, ils ne prendront pas cet avion. Mais ils ne le savent pas encore. Que veux-tu dire? Tu vas avoir ta sortie de l'hôpital lundi matin. Pierre ne le sait pas, il pense que tu es encore hospitalisé pour une semaine. Tu vas rentrer chez toi avant qu'il parte pour l'aéroport. Les yeux de Marie brillaient de malice. Et nous allons organiser une petite surprise pour Pierre, et pour sa chère Isabelle. Une surprise qu'ils n'oublieront jamais. Nous avons passé le reste de l'après-midi à planifier chaque détail. Marc continuerait à surveiller Pierre pendant le week-end. Nous connaîtrions ses moindres mouvements, ses préparatifs de départ, ses dernières tentatives de liquidation de mes biens. Une dernière chose, Anne, dit Marie avant de partir. Pierre a appelé l'hôpital ce matin pour s'enquérir de ton état. Quand la secrétaire lui a dit que tu étais encore alité, il a commenté, « Parfait, cela me laisse plus de temps. » Plus de temps pourquoi? Pour effacer les dernières traces de ses crimes? Pour vider ce qui restait de nos comptes? Pour savourer sa victoire sur la femme qu'il avait trompée pendant des années? Cette nuit-là, seul dans ma chambre d'hôpital, j'ai regardé les lumières de Paris scintiller à travers la fenêtre. Quelque part dans cette ville, Pierre dormait peut-être dans les bras de sa maîtresse, dans l'appartement qu'il avait acheté avec mon travail, mes sacrifices, ma confiance aveugle. Mais il avait commis une erreur fatale. Il avait sous-estimé Anne Fournier. Il avait cru que 59 ans signifiait résignation. Qu'une femme malade serait une victime facile. Qu'il pourrait me détruire sans conséquence. Il était sur le point d'apprendre à quel point il se trompait. Lundi matin allait être le début de la fin pour Pierre Fournier. Et le début d'une nouvelle vie pour moi. Il était 10h30 du matin quand nous nous sommes garés devant ma maison de Neuilly-sur-Seine. Notre maison. La maison que j'avais achetée avec ma sueur et mon travail. L'investigateur de Marie, Marc, était déjà positionné de l'autre côté de la rue, avec ses caméras et son équipement d'enregistrement discret. Ma maison semblait différente ce matin-là.
peut-être parce que je savais que chaque meuble, chaque œuvre d'art, chaque détail avait été conquis par une femme qui savait maintenant avoir été trahie pendant des années. Ou peut-être parce que Pierre avait déjà retiré plusieurs objets, des choses qu'il considérait comme siennes, par droit. Le jardin que j'avais soigneusement aménagé au fil des ans paraissait négligé. Les roses que je chérissais avaient besoin d'être taillées, et quelques mauvaises herbes avaient poussé dans les plates-bandes. Pierre n'avait jamais vraiment aimé jardiner, laissant cette tâche entièrement à mes soins. Maintenant, dans mon absence forcée, même les plantes semblaient abandonner l'espoir. Marie vérifia une dernière fois son téléphone. Marc vient de confirmer. Pierre et Isabelle sont à l'intérieur depuis 9 heures. Ils préparent leur dernier bagage. Leur vol est à 16h30, ils comptent partir d'ici vers 13h. J'ai utilisé ma clé normalement. La porte s'est ouverte avec le même déclic familier, mais le son a résonné différemment. Comme le son de la justice qui arrive enfin à destination. Dès l'entrée, j'ai remarqué les changements. La console de l'entrée était à moitié vide. Mon vase en cristal de baccarat, un cadeau de ma mère, avait disparu. Plusieurs tableaux que j'avais achetés lors de mes voyages professionnels n'étaient plus au mur. Des voix provenaient du salon. Pierre n'était pas seul, comme nous le savions déjà. J'ai avancé silencieusement dans le couloir, mes talons amortis par le tapis persan que j'avais choisi 5 ans auparavant lors d'une vente aux enchères. Ce tapis avait une histoire, il avait appartenu à un château en Bourgogne, et j'étais tombée amoureuse de ses couleurs chaudes et de son motif délicat. Pierre l'avait trouvé trop cher et prétentieux, mais j'avais insisté. Maintenant, chaque pas sur ce tapis me rappelait ma détermination d'antan. Les voix devenaient plus claires à mesure que j'approchais. Elle va encore rester hospitalisée pendant au moins une semaine, c'était la voix de Pierre, portant cette assurance arrogante que je connaissais si bien. Largement le temps de finir d'emballer tout et de régler les derniers détails. J'ai quand même peur, Pierre, répondit une voix féminine jeune, légèrement nasillarde avec un accent du sud que je ne m'attendais pas à entendre. Et si elle découvre? Et si elle? Isabelle, mon amour, l'interrompit Pierre avec cette condescendance paternaliste qu'il utilisait autrefois avec moi. Anne est une femme de 59 ans, malade, naïve. Elle m'a fait confiance pendant 34 ans sans jamais questionner quoi que ce soit. Pourquoi commencerait-elle maintenant? Menteur. J'avais questionné. J'avais posé des questions sur ses voyages, ses retards, ses humeurs changeantes. Mais il avait toujours eu une explication, toujours une justification plausible. En plus, continua Pierre, et je pouvais l'imaginer faire ce geste de la main qu'il utilisait pour balayer mes inquiétudes, même si elle découvrait quelque chose, que pourrait-elle faire? Elle est seule, sans argent, sans force. Sans argent? La voix d'Isabelle trahissait une pointe d'inquiétude. Eh bien, Pierre a ri, et ce rire m'a glacé le sang, elle ne sait pas encore qu'elle n'a plus d'argent. Mais quand elle le découvrira, il sera trop tard. Nous serons à Genève, en train de commencer notre nouvelle vie. Et l'appartement? Tu es sûr qu'elle ne peut pas? L'appartement est à mon nom maintenant, chérie. Tout comme les comptes, les investissements, même la voiture. J'ai été très méticuleux. C'est à ce moment-là que j'ai décidé d'entrer dans le salon. Une nouvelle vie achetée avec MON Argent? Le silence qui a suivi était si profond qu'on aurait pu entendre une épingle tomber. Pierre était assis sur un MON canapé en cuir italien, celui que nous avions acheté ensemble pour célébrer ma promotion à associé dans le cabinet d'architecture. Il portait un costume que je lui avais offert pour Noël dernier, une cravate en soie que je lui avais rapportée de Milan. À côté de lui, une jeune femme blonde, Isabelle, portait des bijoux que j'ai immédiatement reconnus. Pas seulement comme étant les miens, mais comme ayant une histoire. Ces boucles d'oreilles en perles, Pierre me les avait offertes pour notre 25e anniversaire de mariage, prétendant les avoir choisies spécialement pour moi. Ce collier en or blanc, c'était pour mes 50 ans. Cette bague avec une émeraude, pour notre 30e anniversaire. Chaque bijou qu'elle portait était un mensonge de plus, un souvenir volé, une humiliation supplémentaire. Le visage de Pierre est devenu blanc comme un linge.
Isabelle s'est littéralement figée sur place, comme un animal pris dans les phares d'une voiture. Anne, comment? Pierre bégayait, et pour la première fois depuis des décennies, je l'ai vu perdre complètement sa contenance. Comment je suis sortie de l'hôpital? Comment j'ai découvert tes petits secrets? Comment je suis ici, bien vivante et très en colère? J'ai traversé la pièce avec toute l'élégance que j'ai pu rassembler et me suis assise dans ma bergère préférée, celle que j'avais chinée dans une brocante de Provence et fait retapisser dans un tissu Liberty. Ma place, dans ma maison, face aux voleurs qui pensaient l'avoir conquise. Pierre, mon cher mari, j'ai commencé, ma voix aussi calme que la surface d'un lac avant la tempête, nous devons discuter de quelques affaires pratiques. J'ai utilisé exactement les mêmes mots qu'il avait employés avec moi à l'hôpital. J'ai vu la reconnaissance dans ses yeux, mêlée à une peur grandissante. Anne, je peux tout expliquer. Expliquer quoi exactement? Comment tu as falsifié ma signature pour voler 800 000 €? Comment tu as vendu mes actions sans ma connaissance? Comment tu as acheté un appartement pour ta maîtresse avec mon argent? Ou comment tu prévoyais de t'enfuir en Suisse cet après-midi en me laissant sans rien? Isabelle a regardé Pierre avec une panique évidente. Pierre, tu m'avais dit que l'argent était le tien. Il est à moi, a crié Pierre en se levant brusquement, renversant la tasse de café qu'il tenait. Le liquide brunâtre s'est répandu sur le tapis perçant, créant une tache que je savais ne jamais pouvoir effacer complètement. Je suis marié avec elle depuis 34 ans. La moitié de tout m'appartient de droit. J'ai souri. Un sourire glacial que j'avais appris à perfectionner pendant ces jours d'hôpital, en planifiant ce moment précis. La moitié, Pierre? Tu as tout à fait raison. La moitié de tout ce que nous avons construit ensemble t'appartient. Mais tu sais quel est le problème? Tu n'as rien construit. Tu n'as fait que dépenser. J'ai sorti de mon sac à main la chemise que Marie avait préparée. La même chemise qui contenait la vérité sur notre vie financière. Cette maison a été achetée entièrement avec mon argent, avant notre mariage. Elle est à mon nom. Les investissements ont été constitués avec mon salaire, pendant toutes ces années où tu gérais tes affaires malmenées. Le compte épargne a été alimenté par mes primes de fin d'année et mes bonus de projet. J'ai ouvert la chemise et étalé les documents sur la table basse en verre, une table que j'avais dessinée moi-même et fait réaliser par un artisan verrier de Murano. Tu sais à quoi tu as droit, Pierre? À la moitié des dettes de ton entreprise en faillite. À la moitié de tes échecs professionnels répétés. À la moitié du néant que tu as construit de tes propres mains. Pierre s'est approché, et pendant un instant, j'ai cru qu'il allait me frapper physiquement. Ses poings étaient serrés, ses mâchoires contractées. Mais alors je me suis rappelé que Marc était dehors, enregistrant tout à travers les fenêtres du salon que j'avais volontairement laissées ouvertes. Tu ne peux pas me faire ça, Anne. Je suis ton mari. Nous avons construit une vie ensemble. Marie? Je me suis levée, me retrouvant face à face avec lui, respirant sa Cologne, la même qu'il portait depuis 15 ans, celle que je lui achetais chaque année pour son anniversaire. Les maris ne volent pas leurs épouses. Les maris n'abandonnent pas leurs épouses malades à l'hôpital. Les maris ne construisent pas des vies secrètes avec des maîtresses plus jeunes. Je me suis tournée vers Isabelle, qui avait commencé à pleurer avec des sanglots qui semblaient plus calculés qu'authentiques. Et toi, ma chère petite, j'ai dit avec une douceur venimeuse, tu peux retirer ces bijoux immédiatement. Ils sont à moi. L'appartement où tu vis? Également à moi, acheté avec mon argent volé. La voiture que tu conduis? La mienne aussi. Les vêtements de créateur dans ton dressing? Tout payé avec le travail de mes mains. Je ne savais pas, Isabelle a sangloté, mais ses larmes semblaient aussi artificielles que sa couleur de cheveux. Bien sûr que tu savais, j'ai répliqué froidement. Une femme de 31 ans n'est pas si naïve. Tu savais parfaitement que tu profitais de la destruction d'un mariage. Tu savais que chaque cadeau, chaque sortie au restaurant, chaque week-end romantique était payé avec l'argent d'une autre femme. Pierre a tenté une dernière carte,
Anne, nous pouvons résoudre cela de manière civilisée. Nous pouvons négocier, trouver un arrangement. De manière civilisée? J'ai explosé, toute ma rage contenue trouvant enfin sa voix. Civilisée? Tu m'as volé, tu m'as menti, tu m'as trompé, tu as essayé de m'abandonner sans rien, et maintenant tu veux résoudre cela de manière civilisée? J'ai marché jusqu'à la fenêtre et fait signe à Marc. Il est apparu à la porte d'entrée principale quelques secondes plus tard, accompagné de 2 policiers en uniforme. Pierre, j'aimerais que tu rencontres Marc Rousseau, investigateur privé. Il a des enregistrements de vous deux pendant 2 semaines complètes. Il a des photos, des documents, des preuves de toutes tes transactions frauduleuses. Marc est entré et a tendu une enveloppe officielle à Pierre. Monsieur Fournier, ceci est un mandat d'arrêt pour escroquerie, faux et usage de faux, et abus de confiance. Vous avez le droit de garder le silence. Le visage de Pierre s'est décomposé en une expression qui mélangeait rage, terreur et incrédulité totale. Tu ne peux pas me faire ça, Anne. Tu m'aimes. Nous sommes mariés depuis 34 ans. Tu ne peux pas détruire notre vie comme ça. C'est alors que j'ai prononcé les mots qui ont tout changé. Pierre, j'aimais l'homme que je croyais que tu étais. Mais cet homme n'a jamais existé. Tu es un étranger qui a dormi dans mon lit pendant 34 ans, attendant la bonne occasion pour me détruire. Eh bien, l'occasion est arrivée. Seulement, ce n'est pas pour toi. Marc a commencé à menotter Pierre. Isabelle a tenté de s'enfuir vers la cuisine, mais les 2 policiers bloquaient déjà toutes les sorties. Isabelle Moreau, a dit l'un d'eux, vous êtes également en état d'arrestation pour complicité d'escroquerie et recel. Pendant qu'il les emmenait, Pierre a crié, Anne, tu vas le regretter. Tu resteras seule. Qui voudra d'une vieille femme comme toi? Tu finiras tes jours dans la solitude et l'amertume. Je me suis arrêté sur le seuil et me suis retourné une dernière fois vers l'homme qui avait partagé ma vie pendant plus de 3 décennies. Pierre, tu n'as toujours pas compris. Je ne reste pas seul. Je me débarrasse de toi. Alors qu'il disparaissait dans le fourgon de police, j'ai fermé la porte de ma maison et me suis adossé contre elle. Le silence qui régnait maintenant dans mes murs était différent du silence oppressant des derniers mois. C'était un silence de liberté, de possibilité, de renaissance. Marie, qui était restée discrètement dans l'entrée pendant toute la confrontation, s'est approchée de moi. « Comment te sens-tu, Anne ?» J'ai regardé autour de moi. Mon salon, débarrassé de la présence toxique de Pierre et de sa maîtresse. Mes objets, mes souvenirs, ma vie qui m'appartenait de nouveau entièrement. « Je me sens libre », ai-je répondu. Pour la première fois depuis des années, je me sens libre. Et c'était la vérité. À 59 ans, dans ma propre maison récupérée, entourée des preuves de ma force et de ma détermination, je me sentais plus vivante que je ne l'avais été depuis très longtemps. La vraie vie d'Anne Fournier venait de commencer. 3 mois plus tard, je suis assise sur la terrasse de mon nouvel appartement à Montmartre, sirotant mon café en regardant le soleil se lever sur Paris. C'est un appartement plus petit que mon ancienne maison, mais il est entièrement à moi. Chaque meuble, chaque couleur, chaque décision a été prise par Anne Fournier. Pas par l'épouse de Pierre. Pas par la femme qu'il pensait pouvoir détruire. Par moi. L'appartement se trouve dans une ancienne maison de maître du 19e siècle, au 5e étage sans ascenseur. Les agents immobiliers pensaient que les escaliers seraient un obstacle pour une femme de mon âge. Ils se trompaient. Chaque marche que je monte me rappelle ma force, ma détermination, ma capacité à surmonter les obstacles. Depuis ma terrasse, je peux voir le Sacré-Cœur qui domine la colline, et au loin, la tour Eiffel qui scintille dans la lumière matinale. Cette vue m'appartient maintenant. Pas à nous. À moi. Et chaque matin, quand j'ouvre mes volets et que Paris s'étend devant moi, je me rappelle que j'ai choisi cette vie. Cette liberté. Le procès judiciaire a duré exactement 8 semaines. Pierre et Isabelle ont été condamnés avec une sévérité que même Marie n'avait pas anticipée. Le juge, une femme dans la soixantaine nommée Madame Durand,
avait été particulièrement sévère dans ses remarques. Monsieur Fournier, avait-elle dit lors du prononcé de la sentence, vous avez non seulement trahi la confiance de votre épouse, mais vous avez également tenté de profiter de sa vulnérabilité pendant sa maladie. C'est un comportement qui révèle une absence totale de conscience morale. Pierre avait écopé de 3 ans de prison ferme pour escroquerie et faux. Isabelle, 6 mois avec sursis pour complicité, plus l'obligation de rembourser sa part des biens acquis illégalement. L'appartement du 7e arrondissement avait été saisi et vendu, tout comme la BMW et les bijoux. J'ai récupéré la quasi-totalité de mon argent, excepté environ 150 000 € qu'ils avaient déjà dépensés, mais même cette somme a été compensée par les dommages-intérêts que le tribunal m'a accordés. Pierre devra me verser 50 000 € supplémentaires pour préjudice moral. Mais la plus grande surprise ? Après que l'histoire se soit répandue dans la presse locale, une architecte de 59 ans démasque l'escroquerie de son mari et récupère sa fortune volée. J'ai reçu plus de 300 messages. Des messages de femmes qui avaient vécu des situations similaires. Des femmes qui m'appelaient leur héroïne. Des femmes qui voulaient des conseils, du soutien, de l'inspiration. C'est ainsi qu'est né la Réseau Anne. Un groupe de soutien que j'ai créé pour les femmes victimes de violences économiques. Nous avons commencé par nous réunir dans mon salon à Neuilly, avant que je décide de vendre cette maison trop chargée de souvenirs toxiques. 3 femmes et moi, assises autour de ma table en chêne, partageant nos histoires, nos blessures, nos colères. Aujourd'hui, nous sommes plus de 600 femmes dans toute la France, avec des antennes à Lyon, Marseille, Toulouse et Strasbourg. Nous avons créé un site internet, une ligne d'écoute, des permanences juridiques. Des femmes de 25 à 75 ans, toutes unies par l'expérience de la trahison financière, toutes déterminées à aider d'autres femmes à s'en sortir. Marie Dubois est devenue ma associée officielle. Nous avons monté un cabinet d'avocates spécialisé dans la défense des femmes victimes d'abus financiers. Notre bureau se trouve dans le Marais, dans un immeuble historique avec des poutres apparentes et de grandes fenêtres qui laissent entrer la lumière. Sur la plaque dorée à l'entrée, on peut lire « Cabinet Fournier Dubois, droits des femmes et protection patrimoniale ». En 4 mois seulement, nous avons déjà aidé 73 femmes à récupérer plus de 3,2 millions d'euros volés par des maris, compagnons, et même parfois des fils indélicats. Chaque dossier gagné, chaque femme qui retrouve sa dignité financière, chaque sourire de soulagement dans notre bureau me rappelle pourquoi cette nouvelle vie a un sens. Il y a Sylvie, 45 ans, dont le mari avait vidé leur compte pour financer sa start-up fantôme. Nous avons récupéré 400 000 € et obtenu sa condamnation pour abus de confiance. Il y a Martine, 67 ans, dont le fils unique avait détourné son héritage maternel pour acheter un restaurant qui a fait faillite 6 mois plus tard. Nous lui avons rendu sa maison de famille en Dordogne. Il y a Céline, 38 ans, dont le compagnon utilisait ses cartes de crédit pour entretenir 2 autres femmes dans des villes différentes. Elle a non seulement récupéré son argent, mais a aussi découvert une force qu'elle ne soupçonnait pas. Chaque histoire est différente, mais le schéma est toujours le même. Des hommes qui exploitent la confiance, l'amour, la générosité des femmes pour s'enrichir à leurs dépens. Et des femmes qui découvrent, souvent trop tard, qu'elles ont été dupées. Mais la transformation la plus profonde a été personnelle. À 59 ans, j'ai découvert qui Anne Fournier était vraiment. Pas l'épouse. Pas la victime. Pas la femme qui accepte d'être piétinée. J'ai découvert que j'étais une femme forte, intelligente, capable de recommencer quand tout le monde pensait qu'il était trop tard. Mon quotidien a complètement changé. Je me lève chaque matin à 6h30, non pas par obligation, mais par envie. Je prépare mon café dans ma petite cuisine parisienne, une cuisine que j'ai entièrement redessinée avec des carreaux de métro blanc et des touches de bleu cobalt. Je lis les journaux sur ma terrasse, en regardant Montmartre s'éveiller lentement. Mes journées au cabinet sont intenses mais gratifiantes. Marie et moi travaillons souvent jusqu'à 19h, analysant des dossiers, préparant des plaidoiries, rencontrant des clientes. Nous avons embauché 2 assistantes juridiques, Léa, 28 ans, brillante diplômée de Sciences Po, et Fatima,
35 ans, qui a elle-même été victime de violences économiques avant de reprendre des études de droit. Nos bureaux sont devenus un refuge pour des femmes brisées qui repartent transformées. Nous avons installé une bibliothèque avec des livres sur le droit, l'économie, mais aussi la psychologie et le développement personnel. Un coin salon avec des fauteuils confortables où les femmes peuvent pleurer, se confier, reprendre des forces. Le week-end dernier, j'ai reçu une lettre de Pierre depuis la prison de Fresnes. Une lettre pathétique, écrite sur du papier réglementaire, avec une écriture tremblante que je ne reconnaissais pas. Il me demandait pardon, disait qu'il m'aimait encore, implorait une seconde chance, prétendait qu'Isabelle l'avait manipulé. J'ai lu cette lettre une fois, intégralement. Puis je l'ai jetée dans la cheminée de mon salon et j'ai regardé les mots se consumer lentement. Pas par vengeance. Pas par colère. Simplement parce que je n'avais plus de place dans ma vie pour des hommes qui ne savent pas reconnaître la valeur d'une femme. La semaine dernière, quelque chose d'inattendu s'est produit. J'étais au café Le Consulat à Montmartre, mon nouveau lieu de prédilection pour déjeuner quand j'ai du temps libre. C'est un petit café authentique avec des tables en marbre et des serveurs qui vous appellent « ma belle » sans condescendance. J'étais en train de lire « L'élégance du hérisson » de Muriel Barbry, un livre que j'avais acheté sur un coup de tête et qui m'avait complètement captivé. Un homme s'est approché de ma table, tenant le même livre à la main. « Excusez-moi » a-t-il dit avec un sourire timide, « je ne voulais pas vous déranger, mais je vois que vous lisez Barbry. J'aimerais connaître votre avis sur ce passage où Paloma découvre la beauté dans l'ordinaire. » Henri Moreau, sans aucun lien de parenté avec l'ex-maîtresse de Pierre, heureusement. 62 ans, professeur de littérature française à la retraite, veuf depuis 3 ans. Des cheveux poivre et cils soigneusement coiffés, des yeux verts intelligents derrière des lunettes discrètes, une façon de parler qui révélait une culture profonde sans prétention. Nous avons parlé pendant 2 heures. De littérature, bien sûr, mais aussi de voyage, de rêve, de cette seconde partie de vie qui s'ouvre quand on pense que tout est fini. Henri avait perdu sa femme d'un cancer, après 35 ans de mariage heureux. Il connaissait la douleur de la perte, mais aussi la beauté de l'amour véritable. Quand il s'est levé pour partir, il a dit « Anne, vous avez une lumière dans les yeux qui est rare à voir. Cela vous dirait-il de dîner avec moi demain soir ? Je connais un petit restaurant italien près de Notre-Dame qui sert les meilleures pâtes de Paris. » J'ai dit oui. Pas parce que j'avais besoin d'un homme, mais parce que j'ai choisi de partager ma nouvelle vie avec des personnes qui savent apprécier qui je suis vraiment. Notre premier dîner s'est transformé en une soirée de 4 heures. Henri était attentif sans être envahissant, drôle sans être vulgaire, intelligent sans être arrogant. Il m'a parlé de ses projets d'écriture, il travaillait sur un essai sur Proust, et de ses voyages. Il rêvait de retourner en Italie, de visiter Florence et Venise avec quelqu'un qui saurait apprécier l'art et l'architecture. J'aimerais voyager avec une femme qui comprend que la beauté n'est pas seulement dans ce qu'on regarde, mais dans la façon dont on regarde, avait-il dit en me raccompagnant jusqu'à mon immeuble. Depuis, nous nous voyons 2 fois par semaine. Pas plus, par choix mutuel. Nous découvrons Paris ensemble, comme 2 touristes dans notre propre ville. Nous visitons des musées, nous nous promenons le long de la Seine, nous découvrons des librairies cachées dans le quartier latin. Henri connaît mon histoire. Je la lui ai racontée lors de notre 3e rencontre, m'attendant à voir de la pitié ou de la gêne dans ses yeux. Au lieu de cela, j'ai vu de l'admiration. « Anne, m'a-t-il dit, ce que vous avez fait demande un courage extraordinaire. Vous avez transformé une trahison en force, une destruction en renaissance. C'est magnifique. » Ce matin, en regardant Paris s'éveiller depuis ma terrasse, j'ai réfléchi aux derniers mois. J'ai perdu un mariage de 34 ans, mais j'ai gagné ma dignité. J'ai perdu l'illusion d'être aimé, mais j'ai découvert que je pouvais m'aimer moi-même. J'ai perdu la sécurité d'une vie prévisible, mais j'ai gagné la liberté d'une vie authentique. La leçon la plus importante que j'ai apprise ? Il n'est jamais trop tard pour découvrir qui vous êtes vraiment, quel que soit votre âge. Il n'est jamais trop tard pour vous défendre. Il n'est jamais trop tard pour recommencer.
Pierre pensait qu'à 59 ans, je serais une victime facile. Qu'une femme de mon âge accepterait simplement d'être détruite. Il a appris de la pire façon possible qu'il se trompait. Aujourd'hui, quand de jeunes femmes viennent me voir au cabinet, demandant s'il vaut la peine de lutter contre des hommes puissants qui les ont volées, je dis toujours la même chose. Ma chère, vous avez deux choix. Vous pouvez accepter d'être une victime et vivre le reste de votre vie dans l'amertume, la pauvreté et l'humiliation. Ou vous pouvez découvrir la guerrière qui existe en vous et vous battre pour ce qui vous appartient de droit. La plupart choisissent de se battre. Et quand elles gagnent, parce qu'elles gagnent presque toujours, elles m'envoient une photo. Des photos de femmes souriantes, libres, maîtresses de leur propre vie. C'est à cela que je sers aujourd'hui. À montrer qu'à 59, 49, 39 ou 29 ans, une femme peut se lever d'un lit d'hôpital plus forte qu'elle n'était avant de tomber malade. Qu'elle peut sortir en marchant non seulement de l'hôpital, mais d'une vie entière de mensonges, directement vers une nouvelle vie de vérité. Pierre est en prison. Isabelle paie pour sa complicité. Et moi? Je suis libre. Vraiment libre, pour la première fois en 34 ans. Demain soir, je dîne avec Henri dans un nouveau restaurant qu'il a découvert près de la place des Vosges. La semaine prochaine, Marie et moi allons ouvrir une antenne de notre cabinet à Bordeaux. Le mois prochain, je commence à écrire un livre sur mon expérience. Un éditeur m'a contacté après avoir lu un article sur notre cabinet dans Le Figaro. L'année prochaine, qui sait? Peut-être que je voyagerai dans ces endroits que j'ai toujours voulu voir, mais que Pierre trouvait toujours inappropriés pour notre âge. La vie à 59 ans ne s'est pas terminée quand je suis sortie de cet hôpital en marchant. Elle a commencé. Et j'ai l'intention de vivre chaque jour comme la femme forte que j'ai découvert être. Parce que parfois, il faut perdre tout ce qu'on pensait avoir pour découvrir tout ce qu'on est vraiment. Anne Fournier a découvert à 59 ans que sa vraie vie ne faisait que commencer. Et vous? Quand allez-vous découvrir votre propre force? Savez-vous ce qui me fait le plus mal au cœur? Savoir que pendant que je raconte mon histoire ici, en ce moment même, une femme est en train d'être trompée par quelqu'un qui a promis de l'aimer. Une femme est en train de signer des papiers sans comprendre. Une femme est en train d'être convaincue qu'elle est trop âgée pour recommencer. Si vous m'écoutez et que quelque chose dans mon histoire a résonné dans votre poitrine, si vous avez reconnu des signes, si vous avez senti cette angoisse dans l'estomac qui dit « Cela me rappelle quelqu'un », j'ai besoin que vous sachiez, vous n'êtes pas seul. Je ne savais pas que je serais capable de me lever de ce lit d'hôpital et de transformer la pire trahison de ma vie en ma plus grande victoire. Pensez-vous que vous saviez que vous étiez assez forte pour faire ce que j'ai fait? Parce que je peux vous garantir que moi, je ne le savais pas. Le courage ne n'est pas tout fait. Il n'est quand nous découvrons que l'alternative est d'accepter d'être détruite. Et cela, aucune de nous ne le mérite. Dites-moi dans les commentaires, si vous aviez été à ma place, qu'auriez-vous fait? Auriez-vous eu le courage d'affronter tout cela? Ou peut-être que vous affrontez déjà quelque chose de similaire et avez juste besoin de savoir qu'il est possible de gagner. Écrivez vos histoires, vos peurs, vos doutes. Laissez les autres savoir qu'ils ne sont pas seuls. Parce que chaque commentaire ici peut être la lumière dont quelqu'un a besoin pour trouver sa propre force. Et si mon histoire vous a touché, si elle a planté une graine d'espoir ou de courage dans votre cœur, abonnez-vous à cette chaîne. Activez la cloche. Parce que je vais continuer à raconter des histoires de femmes qui ont découvert qu'il n'est jamais trop tard pour recommencer. Anne Fournier, à 59 ans, n'est pas morte dans cet hôpital. Elle est née. Et la femme forte qui existe en vous attend aussi de naître. La question n'est pas de savoir si vous êtes assez forte. La question est, quand allez-vous découvrir à quel point vous êtes forte?